Le 15 septembre 2025 approche et Ouagadougou retient son souffle. Des fuites troublent l'équilibre des capitales, tandis qu'un nom revient sans cesse, Ibrahim Traoré. Les murmures décrivent des tunnels, des clôtures triples, des images satellites et l'hypothèse d'un programme qui ferait basculer le rapport de force. À travers l'Afrique de l'Ouest, radios et forums se répondent, fierté pour certains, vertige pour d'autres. Si tout cela n'était qu'un mirage, mais si, au contraire, l'énigme s'avérait réelle. Dans le Sahel, la moindre certitude semble soudain instable. Cette enquête propose une promesse claire, démêler rumeurs, chronologie et jeux de puissance pour comprendre ce que ces fuites changent réellement pour le Burkina Faso et la région. Le bénéfice attendu est simple, un panorama net, sans sensationnalisme inutile. Au cœur du dossier, plusieurs enjeux s'entrecroisent. La dissuasion nucléaire comme symbole de souveraineté, la vulnérabilité économique d'un pays exposé aux sanctions, l'ombre portée de Moscou, Pékin et Téhéran, et la réaction nerveuse d'alliés occidentaux habitués à penser le Sahel en termes d'antiterrorisme, d'aide et d'influence. En arrière-plan, des images, un complexe nommé Gorsi, des convois blindés, des ingénieurs formés à l'étranger, des missiles évoqués, une ligne rouge qui se déplace. Les mots pèsent car une simple possibilité suffit à déplacer la diplomatie. L'objectif ici n'est ni de trancher au-delà des éléments disponibles, ni de moraliser. Il s'agit de poser les faits allégués, d'identifier les coûts probables et de suivre pas à pas comment une hypothèse infléchit déjà comportement, calcul et récit. Voici un élément clé. Deux dates structurent la bascule. Le 15 août pour les premières images satellitaires relayées, le 5 septembre pour la vague de fuite amplifiée dans les réseaux panafricains. Entre ces jalons, la perception s'est déplacée de rumeurs locales à questions stratégiques continentales. Un autre détail notable, un chiffre circule. 5000 tonnes d'uranium inexploité, présenté comme potentiel dormant, assez pour alimenter des ambitions industrielles ou militaires selon les interprétations. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré est décrit comme pivot d'un récit où la souveraineté africaine se mesure moins aux communiqués qu'aux capacités supposées. Le quantum complexe de Gorsi est mentionné, tunnels, protection, restrictions aériennes, installations électriques importantes. Des voix attribuées à des experts évoquent des signatures compatibles avec un enrichissement, tandis que d'autres rappellent l'absence de confirmation de l'AIEA et l'existence d'accords civils annoncés publiquement. La tension naît de cet écart. Ce qui est publiquement dit énergie, ce qui est insinué militaire. À mesure que le dossier se propage, trois vecteurs apparaissent: sécurité et parapluie anti-frappe, technologie et financement, vecteur balistique. Le tout s'imbrique dans une géopolitique élargie où chaque camp projette ses précédents. Frappe préventive au Moyen-Orient, sanctions contournées ailleurs, coup d'État manqué ici. Côté société, la fierté d'autodétermination côtoie la crainte de tickets de rationnement, d'essence rare, de prix du pain volatile. Côté institution régionale, un dilemme: condamner la prolifération, reconnaître les humiliations historiques, contenir l'escalade. Au fond, le contexte n'oppose pas vrai et de façon binaire. Il juxtapose niveaux de preuves hétérogènes, lecture symbolique puissante et incertitude matérielle. C'est précisément cette combinaison qui reconfigure déjà agenda, lignes rouges et phrases test dans les chancelleries. Pour se repérer, prenons deux cas brefs. Le premier concerne la sphère économique locale. À Ouagadougou, commerçants et transporteurs anticipant le risque d'assèchement des devises si un régime de sanctions se déclenche.
La simple rumeur modifie les pratiques. Stock prudent, prix plus nerveux, négociation plus dure. Le deuxième touche le débat universitaire. Dans les campus, la thématique nucléaire déplace l'horizon des discussions. Dignité, dissuasion, mais aussi coût d'opportunité. École, santé, infrastructure. Quand l'imaginaire bascule, la hiérarchie des priorités bouge. Ces impacts précoces ne tranchent en rien sur la réalité technique, mais ils montrent comment une information non stabilisée agit déjà comme contrainte. Les administrations ajustent leurs éléments de langage, les diplomaties testent des canaux. La société civile cherche des garde-fous pour éviter la fatigue stratégique. Point essentiel. Même sans preuve définitive, le changement d'attente crée du réel. Prime de risque, délai logistique, prudence bancaire, communication institutionnelle plus serrée. À court terme, l'effet principal est donc une friction généralisée, où chaque acteur tente de minimiser ses pertes potentielles tout en monétisant, quand il le peut, la hausse d'attention. En guise de repère, l'incertitude est déjà productive. Le 15 août 2020, 25, des images satellites révélèrent un vaste chantier au nord-est de Ouagadougou. Officiellement, il s'agissait d'un centre de recherche sur les énergies renouvelables. Pourtant, les analystes qui examinèrent les clichés y virent autre chose. Des tunnels creusés sous terre, doublés d'une protection contre les radiations, des clôtures triplées et des batteries antiaériennes. Un site qui ressemblait davantage à une forteresse qu'à un laboratoire civil. Des noms circulaires, celui du docteur David Albright, ancien inspecteur de l'ONU, qui aurait reconnu les signatures d'un programme d'enrichissement militaire. Les fuites se multiplièrent. Elles évoquaient la présence d'ingénieurs russes et chinois aperçus entrant et sortant du complexe dans des véhicules diplomatiques. Si cela s'avérait vrai, Ibrahim Traoré n'agissait pas isolément. Il s'inscrivait dans un réseau d'alliances où Moscou, Pékin et même Téhéran jouaient des rôles précis: défense, financement, transfert de technologie. La découverte la plus stupéfiante concernait les ressources. Le Burkina Faso posséderait plus de 50 000 tonnes d'uranium inexploité. Depuis 2023, une production d'uranium sous contrôle de l'État aurait commencé, atteignant 500 tonnes de yellow cake par an, de quoi, en théorie, fabriquer une vingtaine de têtes nucléaires chaque année. À mesure que les rapports fuitaient, le scénario prenait allure de thriller géopolitique. Les convois blindés transportant les minerais auraient été protégés par des brouilleurs russes. Un colonel du nom de Sergueï Woulov aurait loué la pureté du minerai africain. Moscou et Ouagadougou avaient signé des accords de coopération nucléaire pacifique, mais certains observateurs estimaient qu'ils cachaient des objectifs militaires. La rumeur se propagea vite sur les radios du Sahel, dans les marchés de Bobo-Dioulasso, dans les universités d'Abidjan et de Bamako. Chacun discutait du feu secret. Les uns y voyaient une provocation, d'autres un réveil. Pourquoi les puissances occidentales, asiatiques ou israéliennes auraient-elles seules le droit à la dissuasion? La question se répandit comme une étincelle. Les chancelleries occidentales convoquèrent des réunions d'urgence. Les mots préventif, sanction, isolation refirent surface. Au même moment, dans les cercles panafricains, l'affaire prit une tournure symbolique. Si les fuites étaient en hausse, elles prouvaient du moins que l'Afrique pouvait inspirer la crainte. Si elles étaient vraies, elles annonçaient la fin d'une ère. Dans les deux cas, Ibrahim Traoré s'imposait comme figure d'un tournant. Les données contenues dans les rapports restent à la fois spectaculaires et invérifiables. En base, avant 2023, la production
national d'uranium était nul. Le delta montre que les estimations internes parlent désormais de 500 tonnes par an, soit une hausse arithmétique vertigineuse. D'abord, un réseau d'extraction supervisé par l'armée, doté d'équipements lourds venus de Russie, aurait traité jusqu'à 200 tonnes de minerais en 2 ans. Ensuite, la logistique, composée de camions blindés et de brouilleurs électroniques, aurait coûté près de 200 millions de dollars. Enfin, la formation de 340 ingénieurs burkinabés en Chine, à raison de 6 mois chacun, traduirait une montée en compétences accélérée d'une décennie condensée. Chaque nombre, pris isolément, peut être contesté. Pris ensemble, ils forment une trajectoire difficile à ignorer. Entre 2023 et 2025, le Burkina Faso aurait donc bâti un appareil industriel cohérent, officiellement civil, officieusement dual. Les indices matériels, routes rénovées, hangars spécialisés, augmentation des flux électriques vers la zone de Gorcy, confirment au moins l'existence d'une activité inhabituelle. Dans la même période, des accords dans le sino-burkinabé, totalisant près de 3 milliards de dollars, furent signés. Pékin évoqua des prêts et pour le développement. Les observateurs occidentaux y virent un financement parallèle du nucléaire. À Téhéran, le projet de Tempête aurait transféré des missiles à combustible solide d'une portée de 1500 km, tandis que plus de 100 formateurs iraniens entraînaient les équipes locales. En base, 6 tirs d'essai ont été documentés. Le delta indique des trajectoires d'hyperêtre supérieures à 800 km. Cette accumulation d'indices nourrit deux lectures. D'une part, une opération d'intoxication massive destinée à tester la cohésion occidentale. D'autre part, l'émergence réelle d'un pôle nucléaire africain soutenu par un trio: Russie, Chine, Iran. Dans les deux hypothèses, la conséquence immédiate fut un pic de nervosité sur les marchés. Chute de 7% du franc CFA régional, hausse de 12% des primes d'assurance sur le fret sahélien. Au plan diplomatique, la base en 2024, relations tendues, s'est muée en Delta 2025, crise déclarée. L'OTAN convoqua une réunion le 30 août. Un rapport classifié aurait qualifié le programme burkinabé de menace existentielle. Les États-Unis débattirent de frappes, de sanctions, de coups de main clandestins. Israël, fidèle à sa doctrine préventive, aurait préparé l'opération Desert Fox: infiltration, sabotage, neutralisation. Ces chiffres, ces dates, ces scénarios forment un faisceau d'indices plus qu'un acte d'accusation. Ils dessinent néanmoins la topographie d'une crise où la preuve scientifique importe moins que la perception de puissance. Deux thèses s'affrontent frontalement. D'abord, le programme serait une fiction montée de toutes pièces, instrumentalisée pour légitimer une future intervention ou renforcer l'argument des sanctions. Les partisans de cette ligne rappellent que l'AIA n'a produit aucun rapport officiel, qu'aucune inspection n'a confirmé la présence d'uranium enrichi et que les témoins cités restent anonymes. Ensuite, même sans preuve matérielle, la cohérence géopolitique du faisceau rend l'hypothèse crédible. Les réseaux d'alliances, les flux financiers, la synchronisation des intérêts russo-chinois et iraniens composent un tableau que seule une volonté politique centrale pouvait ordonner. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un ingénieur du nucléaire que comme un stratège de symbole utilisant la rumeur comme instrument de dissuasion. Entre les deux positions, un terrain médian émerge. Les fuites ont exagéré des éléments réels. Des recherches civiles existent, elles servent désormais de base à un récit de puissance. Cette zone grise correspond bien aux pratiques contemporaines de guerre informationnelle, où le vrai et le faux s'entremêlent pour modifier le comportement adverse. L'argument décisif pour les sceptiques reste la logistique.
La construction d'une capacité nucléaire exige des années, des milliards, des centaines de scientifiques. Le Burkina Faso ne possède pas cette profondeur. Pour les partisans, justement, l'alliance trilatérale compense ce déficit. Résultat, l'incertitude demeure la plus forte arme du capitaine. Un seul mot suffit à résumer: dissuasion. C'est ainsi qu'un conseiller russe aurait résumé la stratégie de Ibrahim Traoré: ne rien confirmer, ne rien démentir, laisser l'adversaire douter. Depuis cette ligne médiane, chaque geste, chaque silence devient message. La presse occidentale parle d'escalade. La rue africaine y voit d'un sursaut de dignité. L'équilibre est si fragile, un mot trop fort et la peur l'emporte. Un mot trop faible et la fierté retombe. Au centre, Ouagadougou gère son image comme un code nucléaire. Minutie, ambiguïté, maîtrise. L'effet fonctionne. Les chancelleries hésitent, les analystes débattent, le public retient son souffle. Ce pivot du récit sépare la légende de la conséquence. Désormais, chaque rumeur agit comme une arme psychologique, chaque démenti comme un calcul. Les premières répercussions se sont fait sentir bien avant toute confirmation officielle. Dans les capitales occidentales, la crainte d'un précédent africain bouleversa les priorités. À Bruxelles, les diplomates évoquèrent la fin du monopole de dissuasion. À Washington, les analystes comparèrent la situation à la Corée du Nord, mais avec un soutien russe et chinois qui la rendait, disait-il, plus dangereuse encore. Les marchés financiers enregistrèrent aussitôt le choc: baisse du franc CFA, hausse des coûts d'assurance et des risques politiques. Dans le monde agricole, les conséquences furent les plus concrètes. Le prix des engrais augmenta de 15%, les importations ralentirent, les chaînes d'approvisionnement se tendirent. Pour les familles, cela signifia pain plus cher, carburant rare, médicaments plus coûteux. Dans un pays déjà fragile, chaque rumeur géopolitique devint une variable économique. Dans les universités du Sahel, le débat prit un tour moral. La dignité vaut-elle la pénurie? Les enseignants rappelaient que les grandes puissances elles-mêmes avaient justifié leurs arsenaux par la peur d'être envahies. Le parallèle fut immédiat. Pourquoi refuser à Ibrahim Traoré et à son peuple ce que d'autres ont brandi comme droit? Les gouvernements voisins réagirent diversement. Au Mali et au Niger, des voix militaires parlèrent d'un axe du Sahel. En Algérie, on évoqua discrètement l'ombre d'une coordination technique. L'Afrique du Sud, forte de son expérience passée, resta prudente. Encouragement au nucléaire civil, silence sur le reste. À l'Union africaine, le malaise fut manifeste. Dénoncer la prolifération, oui. Condamner un leader africain défiant les anciennes puissances, non. Dans la diaspora, la fierté et l'inquiétude se mêlèrent. À Paris, Londres, New York, beaucoup virent dans la posture de Traoré une revanche symbolique. D'autres craignirent qu'un continent nucléaire n'alimente de nouveaux stéréotypes raciaux. Quelles qu'elles soient, les réactions prouvent une chose: l'idée seule d'un arsenal africain a déjà redessiné les perceptions, inversé les rapports psychologiques. Même sans bombe, la conversation mondiale a changé d'axe. Imaginons un premier scénario, celui d'une déclaration ouverte. Ibrahim Traoré annonce publiquement la possession d'une capacité nucléaire. L'onde de choc serait immédiate. Reconnaissance contrainte, sanction totale, réécriture des équilibres stratégiques. Ce scénario donnerait au Burkina Faso une position d'intouchabilité temporaire, mais déclencherait aussi un isolement durable. Un deuxième scénario serait celui d'une frappe préventive. Les puissances occidentales jugent la menace trop sérieuse et lancent des opérations aériennes préventives sur le modèle irakien ou syrien. Les villes sahéliennes deviennent champs de bataille, les populations civiles premières victimes. Une telle issue réduirait à néant la stabilité régionale
et prolongerait la spirale de méfiance. Un troisième scénario consisterait en une ambiguïté contrôlée. Le capitaine garde le silence. Ni aveu ni démenti. La rumeur devient elle-même instrument de dissuasion. L'avantage, aucune preuve ne justifie une intervention. L'inconvénient, suspicion constante, économie paralysée par l'incertitude. C'est aujourd'hui le chemin le plus probable, celui du doute calculé. Ce scénario résume la tension, puissance symbolique ou catastrophe réelle. Le choix africain ne se fera pas seulement dans les bunkers, mais dans la capacité des élites à transformer la fierté en stratégie de développement et non en bras de fer sans issue. Sous les grandes manœuvres diplomatiques, les vies ordinaires continuent. À Ouagadougou, une grand-mère de Kaya regarde ses petits-enfants jouer sous le soleil. Elle ne sait pas si leur avenir dépendra d'une bombe ou d'un livre. Dans les marchés, les commerçants négocient sous la rumeur. L'huile, le riz, le carburant montent, les revenus stagnent. Pour la dissuasion se mesure au coût du pain. Dans les universités, les jeunes débattent tard. Faut-il croire à un âge africain de la souveraineté? Les plus âgés rappellent les humiliations coloniales. Les plus jeunes veulent rompre le cycle des dépendances. La foi, la politique et la dignité s'entremêlent. Dans les mosquées comme dans les églises, les prêches oscillent entre prudence et espoir. Le mérite de cette crise, s'il en existe un, est de réveiller la question essentielle. Qu'est-ce que l'indépendance réelle? Pas seulement un drapeau, mais la capacité à nourrir, éduquer et protéger son peuple sans dépendre de la peur. Pour dépasser la fascination du feu, trois étapes se dessinent. La première consiste à reconstruire la confiance régionale. Les États du Sahel doivent instaurer un cadre de transparence partielle, inspection mutuelle, échange d'experts, communication coordonnée. La deuxième vise à relancer l'économie civile. Une partie des fonds venus de Moscou ou de Pékin pourrait être redirigée vers l'énergie, l'éducation, la santé, ce qui rendrait la dissuasion réellement protectrice. La troisième implique d'engager un dialogue global sans renoncer à la dignité. Ibrahim Traoré, s'il veut que son pays survive à la pression, devra parler non seulement en militaire, mais en architecte de l'avenir. Ces mesures ne garantissent pas la paix, mais elles réduisent le risque de catastrophe. La bombe, si elle existe, doit rester symbole et non instrument. L'image du capitaine Ibrahim Traoré, debout sous la chaleur du Sahel, est devenue plus qu'un portrait, un motif de résistance. Certains le jugent téméraire, d'autres le voient comme le premier dirigeant depuis des décennies à oser dire que l'Afrique mérite la même sécurité que les autres. Derrière lui, ce ne sont pas des ogives, mais une idée, que la dignité puisse valoir autant qu'une arme. Le symbole dépasse l'homme. Il rappelle que la puissance n'a de sens que si elle protège la vie, non si elle la menace. Dans les rues, dans les cœurs, la phrase circule: l'Afrique se lève. L'histoire reste ouverte. Ce 15 septembre 2025, le monde retiendra son souffle en attendant les mots de Ouagadougou. Qu'ils soient annonce ou silence, ils marqueront une rupture. Car déjà, le simple débat a transformé l'Afrique en sujet et non plus en objet. Si votre cœur bat pour sa dignité, ne détournez pas le regard. Partagez cette histoire, discutez-en. Demandez-vous quel avenir un continent peut construire quand il choisit la peur ou la sagesse. La dissuasion la plus durable ne réside pas dans l'uranium, mais dans l'unité.